Le mont Shasta emporte les gens comme s'ils étaient déconnectés de la réalité. Un gamin disparaît entre deux arbres et revient 2 jours plus tard sans gelure. Un étudiant disparaît sur une pente enneigée, ne laissant que quelques empreintes derrière lui. Un alpiniste disparaît sous les yeux de son partenaire. Puis, sorti de nulle part, un piolet apparaît planté dans la neige à l'endroit où il marchait. Qu'est-ce qui se cache dans les pentes du Shasta, où les chiens se heurtent à le mur invisible, où les empreintes disparaissent dans les airs, et où les survivants parlent de maisons à l'intérieur des arbres et de silhouettes sans visage. Dans cet épisode, tu entendras parler de 3 disparitions étranges sur les pentes du mont Shasta. Soutiens l'épisode en le likant. Ça aide à promouvoir la chaîne. Si tu aimes ces histoires, n'hésite pas à partager ton avis dans les commentaires. C'était le dernier week-end de mai 1996. La famille Hill, originaire de Reading, s'est rendue en voiture à Bunny Flat, un point d'accès populaire au versant sud du mont Shasta. Pour ceux qui n'y sont jamais allés, c'est un grand parking et une bande de forêt à environ 2000 mètres d'altitude, là où l'asphalte s'arrête et où un sentier mène aux glaciers et aux voies d'escalade. L'hiver de cette année-là avait été neigeux, et même s'il faisait déjà chaud pour la montagne, il restait encore des plaques de neige anciennes et denses. Entre elles, on voyait des rochers sombres, des restes d'herbe de l'année dernière et des buissons bas. La famille Hill n'était pas seule. Un autre couple et leurs enfants les accompagnaient. Au total, ils étaient 3 adultes et 3 enfants, âgés de 4 à 8 ans. Pas d'escalade, pas de projet sérieux. Juste s'asseoir près du feu, marcher dans la neige, laisser les enfants courir dans les vraies montagnes. Ils ont installé un petit campement de tentes à une courte distance du parking, sur une zone plate près d'une bande de forêt clairsemée. D'un côté, ils pouvaient y voir les voitures, et de l'autre, une pente douce couverte de pins, clairsemée et de plaques de neige. Le temps était clair et sans vent. Vu d'en haut, tout semblait sûr. Pas de ravin, pas de brise-vent épais, pas de falaise, juste une pente douce et des arbres à distance, gale. Le soir venu, le soleil s'était couché derrière la crête, et l'air s'était rapidement rafraîchi. Dans la vallée, c'était encore presque l'été. Mais ici, à plus de 1800 mètres d'altitude, le jour et la nuit étaient même séparés par une frontière nette. Au coucher du soleil, un froid humide s'échappait de la neige et de la terre, et tout le monde voulait se rapprocher du feu. Les parents se sont affairés à préparer le dîner. Une femme coupait des légumes, une autre surveillait la cuisinière à gaz, et les hommes s'occupaient du bois et du feu de camp. Les enfants jouaient à une dizaine de mètres du campement, assez loin pour se sentir indépendants, et assez près pour être visibles entre les troncs d'arbres. Ils lançaient des boules de neige, se cachaient derrière de minces pins, et couraient entre les plaques de neige et les plaques de terre. Noah Hill, 4 ans, était le plus jeune. Selon sa mère, c'était le genre d'enfant qui a peur du noir dans le couloir, pas le genre d'enfant qui s'éloigne. Il restait généralement à quelques mètres de ses parents, tout au plus jusqu'à l'arbre le plus proche, s'il semblait assez accueillant. À un moment donné, quand la casserole a commencé à siffler, la mère de Noah s'est penchée vers la cuisinière pour vérifier si la soupe débordait. « Ça a pris moins d'1 minute », a-t-elle dit. Quand elle a relevé la tête, les 2 enfants plus âgés couraient toujours, lançaient des boules de neige et poussaient des cris aigus. Noah était introuvable. Au début, elle a pensé qu'il se cachait juste derrière l'un des troncs d'arbres. Les enfants avaient joué à cache-cache derrière les arbres toute la soirée. Elle a crié « Noah, sors, je te vois !» s'attendant à entendre des rires et à le voir jeter un œil derrière le tronc. Silence.
Le garçon plus âgé, le fils de 8 ans de ses potes, s'est retourné et a dit presque avec désinvolture « Il est allé derrière cet arbre », en montrant un tronc fin au bord du champ enneigé. Il a dit qu'il se cacherait. Il a fallu quelques secondes. La mère s'est approchée, a contourné l'arbre et a regardé derrière les arbres voisins. Pas de Noah. Elle a crié plus fort, sa voix prenant ce tremblement que les enfants ne reconnaissent pas tout de suite, mais que les adultes sentent immédiatement. Les autres adultes se sont joints à elle presque instantanément. L'un d'eux est resté au camp au cas où l'enfant reviendrait. 2 sont montés sur la pente, et un autre s'est dirigé vers le parking. La visibilité était parfaite, neige grise avec des taches sombres de terre, troncs d'arbres clairs, et pas de végétation dense. Les appels vocaux étaient vraiment presque continus. Il criait son nom toutes les quelques secondes. 10 minutes se sont écoulées, puis 20, puis 30. Rien. Pas de pleurs, pas de bruit de pas, pas de cris « Maman ». C'était comme si l'enfant avait tout simplement disparu. À ce moment-là, plus personne dans le camp ne parlait calmement. Les hommes ont couru vers leur voiture. Bunny Flat est rarement vide le week-end. D'autres touristes ont aidé, certains avec des lampes de poche, d'autres avec des talkies-walkies, d'autres encore simplement avec leur envie d'aider. Ils ont appelé l'équipe de secours. Entre le moment où Noah a été vu pour la dernière fois et l'appel signalant sa disparition, environ 1 heure s'était écoulée. Tout a changé pendant la nuit. Le vent s'est levé et la couche supérieure de neige s'est durcie pour former une fine croûte de glace. À chaque pas, elle craquait légèrement, laissant une trace évidente. C'était important. Pendant la nuit, lorsque la température est tombée à 0 degrés Celsius, les empreintes de pas de l'enfant allaient rester visibles, et il serait difficile de ne pas les remarquer le lendemain matin. Les sauveteurs sont arrivés à l'aube. Ils avaient avec eux des chiens de recherche, dressés pour repérer les odeurs humaines dans la neige et la forêt. Les chiens ont pu renifler la veste de Noah qui se trouvait dans la voiture. Ils ont fait le tour du campement, la queue levée, le nez dans la neige, puis se sont dirigés presque simultanément vers la pente. Leur parcours a ensuite été décrit comme un « arc parfait ». Ils ne se sont ni précipités, ni hésités. Ils ont néanmoins marché avec assurance sur environ 200 mètres en montée. En chemin, les sauveteurs ont vu des traces rares de petites bottes, là où la neige était plus molle, et des empreintes vagues là où la croûte avait déjà commencé à durcir. Après 200 mètres, les chiens ont ralenti presque en même temps. Devant eux, il y avait une zone de neige ancienne, dense et croûtée, une tache blanche lisse entre 3 pins. Pas de bord, pas de croûte de glace, pas de fissure, pas de rupture nette dans le terrain. Juste une zone légèrement en pente. Les chiens ont atteint le milieu de cette zone et ont commencé à se comporter bizarrement de la même manière. Ils tournaient en rond dans un petit rayon, reniflaient le même endroit, levaient la tête et hurlaient. L'un des maîtres chiens a dit plus tard qu'il n'avait vu ce comportement que lorsque la piste monte, comme il l'a dit, incapable de trouver de meilleurs mots. Toutes les tentatives pour diriger les chiens plus haut ou sur le côté se sont heurtées à une résistance. Ils ont reculé, ont rentré la queue et ont refusé de travailler. Pour les chiens de recherche, ce comportement est un signal. Habituellement, si la piste est simplement perdue en raison des conditions météorologiques, ils s'arrêtent simplement de marcher, s'assoient ou vont sur les côtés pour chercher une odeur fraîche. Ici, cependant, ils se sont comportés comme s'ils avaient le buté contre un mur invisible. La suspicion d'une fissure cachée dans la neige a été rapidement écartée. La couche de neige était solide et on pouvait sentir un sol ferme en dessous. Pas de vide, pas de gouffre. Les sauveteurs ont ratissé la forêt au-dessus et en dessous sont descendus vers les parties inférieures de la pente et ont vérifié les anciennes moraines d'avalanche, des amoncellements chaotiques de rochers,
et de neige plus bas sur la colline. Aucune trace de l'enfant. La nuit a été passée à chercher. Phares, lanterne, cris, messages radio. Au matin, beaucoup étaient convaincus qu'avec une zone de recherche aussi vaste, aucun signe de lutte et aucune trace de prédateur, il y avait deux possibilités sinistres. Soit l'enfant était tombé d'une manière ou d'une autre dans une crevasse très étroite invisible de l'extérieur, entre des rochers sous la neige, et son corps était caché sous la couche de neige, soit un animal l'avait emporté sans laisser de traces visibles, mais ces deux options ne collaient pas avec ce qu'ils avaient vu sur place. Il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas de morceaux de tissu, il n'y avait pas de traces de caractéristiques de griffes ou de pattes. Le vent pendant la nuit n'était pas assez fort pour effacer complètement tout ça. 37 heures après que Noah ait été vu pour la dernière fois près de l'arbre, tôt le matin, un des bénévoles, un gars du coin, qui connaissait bien le sentier menant à Bunny Flat, parcourait le même chemin que des dizaines d'autres avant lui au cours de la journée précédente. À seulement 100 mètres du campement, légèrement à l'écart du sentier principal, son regard s'est posé sur une étrange tache de couleur dans les buissons bas. Il s'est approché et a vu un enfant. Noah était assis, le dos appuyé contre le tronc d'un petit arbre. Ses jambes étaient allongées devant lui, ses mains posées sur ses genoux. Il ne pleurait pas. Il regardait juste devant lui, l'air fatigué et distant. Ses bottes et son pantalon étaient secs, comme s'il venait de sortir de la voiture, et s'était assis pour se reposer. Ses cheveux étaient presque intacts, et il n'y avait aucune trace de larmes ou de saleté sur son visage. De l'endroit où il avait été trouvé, le campement était clairement visible à travers une rangée d'arbres clairsemés. C'était une zone que les sauveteurs avaient fouillée à plusieurs reprises. En fait, ils étaient déjà passés par là plus d'une fois. Les médecins qui ont examiné le garçon étaient aussi surpris que tout le monde. La nuit, la température était descendue à 0 degrés et légèrement en dessous. Noah n'avait pas de veste chaude. Il portait des vêtements légers, adaptés au jeu du soir autour du feu de camp, mais pas pour passer la nuit dans les bois. Dans ces conditions, l'enfant aurait dû montrer des signes évidents d'hypothermie. Frissons, lèvres bleues, perte de conscience. Au lieu de ça, il était juste un peu déshydraté et fatigué. Des tests ont confirmé plus tard que son corps était effectivement déshydraté, mais pas au point d'avoir passé presque 2 jours sans nourriture ni eau dans le froid. Noah était léthargique mais conscient. Il ne répondait pas tout de suite aux questions, comme s'il devait chercher ses mots au fond de lui-même. Mais lorsqu'on lui a demandé où il était et ce qui lui était arrivé, il a rapidement donné une réponse qu'il allait répéter pendant des années. « J'étais dans une petite maison », a-t-il dit, mais la maison était à l'intérieur d'un arbre. Au début, les adultes ont pensé que c'était un fantasme d'enfant. Peut-être s'était-il caché dans un creux ou un espace entre les racines, et sa mémoire avait-elle comblé les détails. Mais Noah a continué. Il y avait de la lumière, mais pas une lampe, juste de la lumière. Quand on lui a demandé des précisions, quel type de lumière, de quelle couleur, il a toujours répondu à peu près de la même manière, juste de la lumière, comme quand le soleil brille à travers vos paupières, mais à l'intérieur. Le détail principal qui a fait frémir beaucoup de gens était la description de l'oncle dans cette maison. Il y avait un oncle avec une veste rouge, sans visage, a répété Noah. Il a dit qu'il me ramènerait quand ma mère aurait fini de pleurer. Quand on lui a demandé ce que signifiait « sans visage », l'enfant a répondu « Eh bien, juste lisse, comme une capuche, mais à l'endroit où devrait se trouver le visage, juste rien. » La description ne doit pas changer. On lui a posé la question à plusieurs reprises, dans les premiers jours après l'incident, 1 an plus tard, 3 ans plus tard, alors qu'il était déjà écolier. Les mots ont mûri, mais l'essence est restée la même. Une maison à l'intérieur d'un arbre, de la lumière sans lampe, un oncle en veste rouge sans visage
qui a promis de le ramener quand sa mère aurait fini de pleurer. Les parents et les sauveteurs ont ensuite essayé de reconstituer logiquement ce qui s'était passé. La version la plus réaliste suggérait que l'enfant avait effectivement grimpé dans une sorte de niche, dans le tronc, ou entre les racines. Sur les pentes des montagnes, il y a parfois des vides où un arbre a poussé autour d'un rocher ou d'un vieux tronc pourri. Là, il aurait pu attendre la nuit, partiellement protégé du vent et du froid. Mais des questions restaient en suspens. Pourquoi aucun des chiens ne les avait-il conduits à cet abri s'il se trouvait à moins de 60 à 90 mètres du campement? Pourquoi n'avait-il pas été retrouvé immédiatement, mais seulement après 37 heures, dans une zone qui avait déjà été fouillée? Et surtout, pourquoi son état semblait-il si différent après 2 jours d'errance sur une pente froide? Ceux qui penchaient Bunyan pour des explications mystiques y voyaient un nouvel exemple de ces endroits dans les montagnes et les forêts où l'espace se comporte bizarrement, où l'on peut faire quelques pas et se retrouver hors de la géographie familière, où le temps semble ralentir pour le visiteur, mais continue comme d'habitude pour tout le monde. Ceux qui s'appuyaient sur des bases scientifiques solides ont évoqué la psyché de l'enfant, capable de construire des récits le protecteurs autour d'événements traumatisants. L'enfant aurait pu se perdre, ressentir une peur intense, tomber dans une zone que le cerveau aurait ensuite recouverte de l'image d'une Kumli cabane dans les arbres et d'un Johnny gentil-oncle, une figure qui retient l'enfant psychologiquement pendant que les adultes s'affolent. Mais cette version ne cadrait pas non plus avec les détails physiques. Il n'y avait aucune trace d'une nuit passée sur place. Il n'y avait aucun abri évident. Et il y avait une étrange disparition, presque simultanée des traces dans la neige, où les chiens tournaient en rond et hurlaient comme s'ils se trouvaient devant une frontière invisible. La famille Hill a fini par quitter Redding, pas parce qu'ils avaient fait peur, mais parce que chaque vue de Shasta depuis la fenêtre leur rappelait cette soirée. Noah a grandi, est devenu adulte et a fini par ne plus en parler de son plein gré. Mais si on lui posait des questions à ce sujet, lors de rencontres avec de vieilles connaissances ou des journalistes curieux, il répondait à peu près la même chose. Je pense que je n'ai pas gelé uniquement parce qu'il faisait chaud là-bas, et la lumière, mais ce n'était certainement pas une maison normale, et c'était sans aucun doute à l'intérieur d'un arbre. Il décrivait l'homme à la veste rouge de manière sèche, presque technique. Je pense que c'était quelque chose qui voulait ressembler à un humain pour que je n'aie pas peur. Mais le visage, c'était comme s'il ne savait pas à quoi devait ressembler un visage. Les familles avec enfants viennent toujours à Bunny Flat. La neige tombe tôt et fond tard là-bas, et presque chaque printemps, on peut voir des enfants comme Noah à l'époque faire des boules de neige avec en toile de fond la vaste pyramide blanche du Shasta. Presque aucun d'entre eux ne connaît l'histoire de l'enfant qui a disparu parmi les pins clairsemés et qui est revenu différent, avec des souvenirs d'une maison que personne n'a jamais trouvée et d'une personne qui portait une veste rouge et attendait que sa mère arrête de pleurer. La disparition, qui a ensuite été surnommée « Entre deux regards », s'est produite au début de l'été 1993 sur les pentes du mont Shasta, dans une zone adjacente à Horse Camp. 3 étudiants de l'Oregon avaient prévu ce qu'ils pensaient être une simple excursion d'une nuit dans les montagnes, marcher de Bunny Flat jusqu'à une zone située à environ 2400 mètres d'altitude pendant la journée, installer leur campement près d'un sentier bien tracé et revenir le lendemain matin sans s'aventurer dans la partie haute de la montagne. La journée était calme, sans vent, avec un air pur et une visibilité parfaite, une combinaison rare pour une région connue pour son climat imprévisible. À midi,
Ils avaient quitté Bunny Flat et, le soir venu, ils s'étaient arrêtés dans une zone forestière à une altitude d'environ 2377 à 2438 mètres. Ils ont installé leur campement à côté d'un sentier bien fréquenté, que des groupes utilisaient régulièrement ce jour-là. La soirée s'est déroulée comme d'habitude. Les pins clairsemés projetaient de longues ombres. Les champs de neige alternaient avec des parcelles de terre sombres et de rochers. Et les premières lumières s'allumaient déjà en contrebas. 2 des étudiants se sont occupés du feu de camp et du dîner, déballant leur sac à dos et mettant une casserole sur le feu. Le 3e, Mark, passionné de photographie, a décidé de monter un peu plus à l'haro sur le sentier pour photographier le coucher de soleil avec la pente en arrière-plan, et a dit qu'il ne serait absent qu'1 minute ou 2. Depuis le campement, on le voyait facilement, sans son sac à dos, avec son appareil photo autour du cou, grimper le sentier sur environ 50 à 60 mètres et s'arrêter près d'un gros rocher qui servait de repère et était bien visible d'en bas. La silhouette de Mark près du rocher était visible pour ses 2 potes et rien ne semblait inquiétant de leur point de vue. À un moment donné, l'un des 2 restés près du feu s'est penché pour ajuster sa casserole. En même temps, l'autre a attrapé son sac à dos, se distrayant littéralement pendant une demi-minute. D'après leurs estimations, il ne s'est pas écoulé plus de 30 à 40 secondes entre leur dernier regard sur la silhouette de Mark près du rocher et leur prochain regard conscient vers le sentier. Quand ils ont regardé à nouveau, il n'y avait personne près du rocher. Visuellement, la situation était la même. Le même gros rocher, la même partie du sentier, la même pente enneigée avec des zones de roches nues, le même campement en contrebas. Aucun mouvement, aucun bruit, aucune silhouette sur fond de colline. Au début, ils ont expliqué ça le plus simplement possible, décidant que Mark s'était peut-être écarté dans les buissons clairsemés pour se soulager. 10 minutes se sont écoulées, puis 20, puis 30. Mark n'est pas revenu, n'est pas apparu sur le sentier ni entre les arbres. Le campement restait visible, mais il n'était visible ni d'en bas ni d'en haut. 2 étudiants ont grimpé le sentier jusqu'au rocher où ils avaient récemment vu leurs potes. Il n'y avait personne, aucun objet, aucun signe de lutte. Plus haut sur la pente, il y avait une zone dégagée. De la neige dense, alternant par endroits avec des îlots rocheux, sans forêt dense et sans grandes fissures ou falaises visibles. Le camp en bas était clairement visible, ce qui excluait une descente inaperçue. Une brève inspection indépendante de la zone autour du rocher, et légèrement au-dessus, n'a donné aucun résultat. À la tombée de la nuit, il est devenu évident qu'il ne s'agissait plus d'un retard, mais d'une disparition totale. Pendant la nuit, les 2 étudiants sont retournés à Bunny Flat et ont signalé l'incident au service de secours. Le lendemain matin, une recherche organisée a commencé, avec la participation de bénévoles et de chiens. L'état de la neige a joué en faveur des sauveteurs. Dense et compacte, elle enregistrait clairement chaque empreinte fraîche. En suivant les traces depuis le campement, ils ont rapidement retracé le chemin emprunté par Mark jusqu'au rocher. Sur une étroite bande de neige poudreuse, à quelques mètres du rocher, les traces s'arrêtaient. Au-delà, il n'y avait aucune empreinte, aucune continuation vers le haut de la pente, aucune déviation sur le côté, aucun mouvement vers le bas. C'était comme si la trajectoire avait été interrompue à un endroit qui ne correspondait à aucun obstacle évident. Les chiens de recherche ont suivi avec assurance l'odeur depuis le campement jusqu'à la zone enneigée où les traces s'arrêtaient, puis ont commencé à tourner en rond dans un petit rayon, essayant de capter la direction, et revenaient à chaque fois au même point. Les tentatives pour les diriger plus haut ou plus bas sur la pente n'ont pas permis de trouver une nouvelle ligne de traces. Pour eux, comme pour les humains, tout s'arrêtait à cet endroit. Plus bas sur la pente, la forêt a été fouillée, et plus haut, les zones plus escarpées et un petit couloir qui pouvait théoriquement cacher un corps. Au cours des recherches,
qui ont duré plusieurs jours, aucun sac à dos, vêtements, équipements ou traces caractéristiques d'une chute ou de la présence d'un prédateur n'a été trouvé. Les recherches se sont poursuivies pendant environ une semaine, avec des équipes au sol et des hélicoptères pour balayer les pentes depuis les airs. Le résultat est resté le même. Pas de corps, pas de preuves indirectes pour expliquer ce qui s'est passé entre les deux regards des amis. L'enquête officielle s'est terminée par une déclaration vague sur un accident en montagne avec une disparition sans découverte de restes. En même temps, l'un des chefs de l'équipe de recherche a noté de manière informelle qu'en 2 décennies de travail, il n'avait jamais rencontré d'autres cas où une personne avait disparu d'un sentier ouvert et bien visible par temps clair et devant ses compagnons, sans laisser de traces dans la neige. Environ 3 ans après l'incident, une découverte inattendue a été faite dans une autre partie du massif de Shasta, à environ 8 km au nord de la zone du campement d'origine. Dans une étroite crevasse entre des rochers, où il n'y avait pas eu d'avalanche et où aucune recherche spécialisée n'avait jamais été menée. Un appareil photo a été trouvé sans dommage extérieur apparent. Des vérifications ont confirmé que l'appareil appartenait à l'étudiant disparu. Le film qu'il contenait était en partie utilisable pour le développement. Les dernières images montraient les lumières du campement en contrebas et le même gros rocher en arrière-plan de la pente où Mark avait été vu pour la dernière fois. Il n'y avait aucune photo prise plus haut sur la colline ou dans une autre zone du film, comme si la prise de vue s'était arrêtée au même endroit où la présence physique de la personne avait pris fin pour ses amis et ses sauveteurs. À la fin du mois de mai 1999, un groupe de 4 alpinistes a emprunté la voie Dili standard d'Avalanche Gulch sur le versant sud du mont Shasta. Le parcours comprenait un départ de Bunny Flat, une sortie vers la zone intermédiaire du plateau, puis une progression vers le lac Helen pour une éventuelle ascension du sommet si les conditions météorologiques étaient favorables. Tous les participants avaient l'habitude de voyager dans la neige. 3 d'entre eux avaient déjà gravi le mont Shasta et connaissaient bien le parcours et les dangers typiques. Le premier jour s'est passé sans problème. Le groupe a quitté Bunny Flat dans l'après-midi, a grimpé jusqu'au plateau 50-11-50 et a installé son campement. La nuit, il y avait un vent modéré, comme prévu vu l'altitude et la période de l'année. Mais aucune détérioration importante des conditions météo n'a été observée. Le départ le lendemain matin s'est passé comme prévu, en direction du lac Helen et au-delà, à condition que la visibilité et la stabilité des pentes soient bonnes. Vers midi, à plus de 3000 mètres d'altitude, les conditions de vent ont changé. Le vent s'est tellement intensifié qu'il a commencé à emporter la couche supérieure de neige, soulevant un nuage de neige poudreuse et formant de légères traînées blanches au-dessus de la pente. Le relief était toujours visible, mais les limites du champ de neige et les contours du sentier étaient flous par endroits. Le groupe a décidé de ne pas s'aventurer plus loin, dans la zone de vent intense, et de descendre de quelques dizaines de mètres, vers une section où des affleurements rocheux offraient au moins une protection partielle. Une fois dans une zone plus abritée, les participants se sont arrêtés pour réfléchir à la suite. Ils ont monté un camp temporaire. Les sacs à dos ont été posés sur la pente et une partie du matos a été fixée pour éviter qu'il ne s'envole. L'un des participants, Joel, 40 ans, a proposé de grimper plus bas, sur une petite corniche rocheuse au-dessus de la zone du campement, pour évaluer visuellement l'état de la pente menant à Red Banks. L'idée était de déterminer la densité de la neige poudreuse, la visibilité réelle et le degré de dérive de la neige le long de l'itinéraire depuis un point plus élevé
avant de décider de faire demi-tour ou de continuer. Joel a quitté le campement temporaire, voyageant léger avec un équipement minimal. Son partenaire, Carter, est resté en bas, assis sur son sac à dos, observant ses mouvements. Selon des témoignages ultérieurs, la distance entre le point de repos et la corniche rocheuse était d'environ 60 à 75 mètres, en ligne droite sur la pente. La trajectoire de Joel a d'abord suivi un creux, légèrement enfoncé, trace laissée par des groupes précédents, puis a bifurqué vers une petite corniche de rochers sombres. À ce moment-là, le vent soulevait périodiquement un voile de neige entre l'observateur et le grimpeur, mais sans masquer complètement sa silhouette. Carter a continué à observer de temps en temps la silhouette de Joel se découpant sur la pente claire. Le dernier contact visuel est décrit comme le moment où Joel se trouvait déjà sur la corniche rocheuse, ou juste à côté, relativement immobile, légèrement au-dessus de la ligne médiane de la pente, et probablement en train de regarder vers le haut. Plus loin dans son témoignage, Carter attire l'attention sur un détail distinct. Il a noté que pendant une rafale de vent, la partie de la pente autour de la corniche rocheuse s'est visuellement assombrie, c'est-à-dire que l'arrière-plan semblait légèrement plus sombre que la neige environnante. Il n'y avait pas d'ombre de nuages à ce moment-là. Le soleil était assez haut et il n'y avait aucune raison apparente pour cet assombrissement local. La densité de la poussière de neige aurait pu produire un bref changement de contraste. Néanmoins, Carter a souligné que cet épisode était visuellement distinct du passage habituel d'un rideau de neige. Lorsque la rafale de vent suivante s'est dissipée, la silhouette de Joel n'était plus sur la corniche. Carter a estimé que quelques dizaines de secondes seulement s'étaient donc écoulées entre la dernière observation claire de sa silhouette et le moment où il a disparu de sa vue. En même temps, les parties de la pente au-dessus et en dessous de la corniche restaient visibles. Les gros rochers et les points de repère n'avaient pas bougé, et il n'y avait aucun signe de chute ou de mouvement sur le côté. Après avoir attendu un peu sans réponse, Carter a signalé la disparition aux autres membres du groupe, qui étaient restés un peu plus bas. Ils ont décidé de grimper tout de suite jusqu'à la corniche rocheuse. Une inspection de la corniche a révélé ce qui suit. Sa surface était une zone relativement plate, recouverte de neige dense. Il n'y avait aucune dépression visible, aucune corniche, aucune dénivellation importante, ni aucune fissure ouverte. Un groupe compact d'empreintes de crampons, pointes métalliques sur les semelles des bottes, a été trouvé sur la plateforme, indiquant qu'une personne était restée debout au même endroit pendant un certain temps, face à la pente ascendante. Le point essentiel était que ces empreintes ne se prolongeaient dans aucune direction. Il n'y avait aucune trace menant vers l'avant. Plus profondément dans la corniche, aucune trace menant vers l'arrière, vers la partie inférieure de la pente, et aucune trace latérale n'a été enregistrée. La neige autour était suffisamment dense pour conserver chaque nouvelle empreinte pendant une période notable dans des conditions de faible chute de neige supplémentaire. Aucune trace de glissade ou de chute n'a été trouvée sur le site, ni aucune rainure qui se serait formée si une personne avait été involontairement emportée par la pente. Les infos sur la disparition ont été transmises aux services de secours. Des équipes locales de recherche et de sauvetage connaissant bien Avalanche Gulch ont été immédiatement dépêchées sur place. La version initiale, annoncée sur place, suggérait une fissure cachée dans la neige ou un trou local dans la croûte. Dans cette zone, la couche supérieure de neige semble solide, mais un vide se trouve en dessous. Une telle structure pourrait expliquer la disparition soudaine lors d'un pas en avant. Conformément à cette hypothèse, la corniche a été sondée à l'aide de sondes et de sondes à avalanche jusqu'à la profondeur accessible. Le sondage n'a révélé aucun vide sous la surface du site.
La neige sous et autour de la corniche présentait une densité uniforme jusqu'à la base solide. Aucune chute brutale, ni zone de résistance anormalement faible n'a été enregistrée. Dans le même temps, la ligne des couloirs plus bas sur la pente a été inspectée. Si une chute ou une avalanche s'était produite, même sans traces évidentes près de la corniche, il y aurait très probablement eu des sillons, du matériel éparpillé ou d'autres indices indiquant la trajectoire du corps. Aucun signe de ce type n'a été trouvé lors de l'inspection des couloirs. Les jours suivants, lorsque les conditions météorologiques le permettaient, la zone a été inspectée depuis les airs à l'aide d'un hélicoptère. Une attention particulière a été accordée aux zones non visibles depuis le bas. Corniches, creux potentiels dans le terrain et endroits où une personne aurait pu atterrir à la suite d'une chute. Cela n'a donné aucun résultat. L'équipement personnel de Joel, son sac à dos, ses vêtements de rechange et ses accessoires de distinctifs n'a pas non plus été retrouvé séparément du groupe. 3 jours après l'incident, de plus fortes chutes de neige ont commencé. Le vent s'est levé et les conditions sur la pente sont devenues trop dangereuses pour continuer les opérations à grande échelle. Les recherches officielles ont été interrompues et Joel a été déclaré disparu, avec la mention qu'il était probablement mort à la suite d'une chute ou d'un ensevelissement dans une structure de neige cachée. Le mécanisme précis de l'accident n'a pas été décrit dans les documents. Environ 1 mois plus tard, lorsque la température a augmenté et que la couche de neige s'est partiellement tassée, s'est fondue, la zone de la corniche rocheuse a été réexaminée dans des conditions plus clémentes. L'objectif était de s'assurer qu'il n'y avait pas de nouveaux gouffres et qu'aucun équipement n'était caché sous la neige. Lors du réexamen, un changement qui n'avait pas été observé le premier jour après la disparition a été remarqué. Au milieu de la zone très plate où on avait trouvé les traces de pattes de chat, un piolet sortait de la neige, planté à la verticale, le manche pointant vers le haut. Ni les membres du groupe initial, ni les sauveteurs n'avaient émis remarquer le piolet à cet endroit dans les premières heures et les premiers jours qui ont suivi l'accident. Les rapports indiquent qu'au moment de l'examen initial, il n'y avait aucun équipement dans la zone. Le numéro de série et les marques sur le piolet n'ont pas permis de le relier de manière certaine à Joel ou à un autre membre du groupe. Aucun d'entre eux n'a signalé avoir perdu un piolet, et d'après les données disponibles, un tel objet ne figurait pas dans les registres d'équipement des autres groupes travaillant dans la zone pendant la période spécifiée. Le fait qu'un outil planté verticalement soit apparu à l'endroit considéré comme le centre de la disparition inexpliquée a été noté, mais aucune explication claire n'a été donnée. Au sein de la communauté locale de secours, cet épisode est considéré comme l'un des cas les plus étranges sur le mont Shasta. La raison est une combinaison de facteurs. La personne disparaît sur une pente ouverte, facilement visible, avec une visibilité suffisante pour un contrôle visuel, en présence d'un témoin à courte distance, tandis que l'état structurel de la neige et l'inspection ultérieure n'indiquent aucune direction évidente de son déplacement ultérieur. La zone plate sur la corniche ne montre qu'un groupe compact d'empreintes de pas, après quoi il n'y a pas de suite physique de la trajectoire. Avec l'apparition plus tardive d'un piolet non enregistré, ça a donné lieu à une opinion officieuse forte, selon laquelle ce cas va au-delà des scénarios habituels d'accidents en montagne, malgré la formulation officiellement neutre de la conclusion officielle.